beaucoup de gens connaissent seulement cette salle-ci. Mais les choses importantes, c'est derrière la bibliothèque Cheikh Anta Diop, les salles d'exposition, le studio. Donc, ce n'est pas seulement cette salle. Et prenez le temps, même après, pour regarder cette exposition qui sont là et qui est là à point nommé. Parce que cette exposition vous montre qui, où, quand a résisté à l'armée allemande. Ce que nous avons appris à l'école, c'est que les Allemands sont venus, ils se sont installés, mais ce qui est complètement faux. Nous avons vu, grâce à cette exposition, qu'il y a eu 32 ans de guerre sur le territoire camerounais, de 1884, où ça a commencé ici à Bonabéry, bon, jusqu'à maintenant, bien sûr, Douala Mangabel qui a été exécuté, mais c'est sur tout l'ensemble du territoire. Et vous allez donc voir, on a mis quel chef, ou bien quel roi, ou quel chef d'armée a combattu contre quel commandant allemand, quel jour ou à quelle époque. Ça veut dire qu'il faut qu'on réécrive l'histoire du Cameroun. Vous voyez ici, à droite, quand vous regardez l'exposition, les résultats des travaux de Bénédicte Savoie avec son équipe, où on peut voir maintenant, si vous êtes Walimba, où est-ce que vous pouvez, où sont vos choses? Si vous êtes Bangwa, où sont vos choses? Dans quelle ville en Allemagne? Dans quel musée? Si vous êtes Douala, dans quel musée est-ce que se trouvent vos objets, entre guillemets, etc. Ça va beaucoup nous aider parce que ce n'est plus que nos choses sont en Allemagne, mais c'est dans tel ou tel musée pour que vous puissiez réclamer. Alors ce que nous n'avons pas vraiment mis beaucoup ici, on a mis un peu, c'est ce qui aussi est parti en Suisse, alémanique. Donc ce que les missionnaires aussi prenaient, nous avons essayé de mettre ça, je crois, sur 1 ou 2 tableaux. Et comment ils se comportaient comme des capitaines de l'armée. Et ce qui est donc très extraordinaire, vraiment extraordinaire, c'est que ils disaient que tout ça, c'est les choses du diable, il faut qu'ils enlèvent. Mais les choses du diable, tu amènes ça chez toi. Tu dis que c'est le diable et tu fais le grand transport, tout ça bien là, et que le diable aille donc aller chez toi. Et que tu enlèves le diable ici. Et c'est là où on voit donc, et il faut que les églises aujourd'hui s'interrogent sur ce qui s'est passé. Et tant que les prêtres africains ou les pasteurs africains vont fuir ce débat, il va les rattraper. Ah oui, il va les rattraper. Au niveau théologique. Donc, c'est pour ça que je dis que, bon, vraiment, le travail que vraiment votre groupe fait est un travail salutaire pour le continent africain. Ce n'est pas seulement sur le Cameroun qu'elle travaille. Mais si nous sommes assis aujourd'hui, c'est parce que j'en ai eu un peu marre. Parce que la restitution est un débat européen. Il ne faut pas se faire d'illusions. La question de la restitution, c'est un débat européen. C'est une politique européenne. Il faudra savoir pourquoi. Or, il s'agit de la restitution aux pays africains. Comment vous laissez un débat sur vous et puis vous êtes seulement des Mitläufer, c'est-à-dire des gens qui courent aussi avec ceux qui ont fabriqué le débat. Je voudrais que ce débat soit un débat public au Cameroun, au moins pour ce qui nous concerne. Mais en le faisant ici, de toute façon, il a des ramifications sur le continent africain. Le débat sur la restitution doit devenir un débat africain. Et les gouvernements africains ont l'obligation de mettre des moyens financiers pour que ce travail soit fait. Parce que en Europe, ils mettent les moyens financiers pour la recherche, pour le débat public, etc. Vous ne pouvez pas réclamer des choses aussi fondamentales et vous n'y mettez pas l'argent. Et ça se reflète sur la couverture dans cette absence de hiérarchie. Dès que le livre est paru, donc un livre qui était consacré à la présence du patrimoine camerounais en Allemagne et à son absence
ici au Cameroun. Dès que le livre est paru, il a eu un impact considérable. En fait, on peut dire que ça a été pratiquement une bombe qui a explosé. Et dès les premiers jours de sa parution, il a été thématisé dans la presse anglophone, comme vous voyez ici, et surtout cette information inédite que tout le monde ignorait, que les musées allemands publics ont 40 000 pièces du patrimoine camerounais chez eux. Presse anglophone, presse francophone, ici Le Monde, les musées allemands détiendraient 40 000 objets du Cameroun. Presse germanophone, bien sûr, ici, avec l'indication selon laquelle, d'après une directrice de musée allemand, le Cameroun allait être le prochain grand sujet. Quand les Allemands parlent de prochain grand sujet, ils pensent comme premier grand sujet au Nigeria, puisqu'ils ont rendu plusieurs milliers de pièces au Nigeria. Et pour eux, après la sortie du livre, c'était clair que le prochain pays auquel il fallait faire des restitutions, ou enfin, dont il fallait accepter les demandes de restitution, parce que je pense que les demandes sont formulées ici, c'était le Cameroun, et puis bien sûr aussi dans la presse camerounaise, télévision, radio et presse écrite. Alors, dans le petit exposé qu'on va faire, qui va durer une trentaine de minutes, et je vais passer très vite tout de suite la parole à mes collègues, on a 4 petits chapitres qu'on tire, qui s'intitulent 1. Stupéfaction, 2. Ultraviolence, 3. Prendre le pouvoir, et 4. Restituer. Et avant de commencer, de passer la parole à mes collègues, je voudrais faire un point 0, absence, puisqu'on parle de présence et d'absence. Une absence au carré, pratiquement, qui est d'abord l'absence de certains ou de la plupart de nos collègues. Et je voudrais insister en particulier sur les jeunes filles qui ont travaillé, les jeunes femmes, jeunes doctorantes, jeunes scientifiques qui ont travaillé dans ce projet. Vous voyez du côté gauche, Irine Machinda, qui intervenait en janvier dernier à l'invitation de l'Institut français au Musée national de Yaoundé, avec son directeur, le professeur Hugues Eumen, que vous voyez tout à fait à gauche. Et puis de l'autre côté, en train de dialoguer avec Michaela Silkinga, c'est une page de la revue importante allemande Art Magazine, où on voit donc non seulement Michaela Silkinga dans les réserves du musée de Leipzig, en train de manipuler des pièces, des pierreries, des pièces donc de la région de Kribi, mais on voit aussi en rouge notre collègue Lindy Webb-Royer, donc cette jeune génération de femmes qui s'emparent du sujet avec beaucoup de puissance, beaucoup de force, et je regrette un peu qu'elle ne soit pas avec nous aujourd'hui, parce que je crois beaucoup au pouvoir des femmes. Autre absence aujourd'hui, mais seulement aujourd'hui, celle des violences coloniales françaises. Nous allons parler de l'Allemagne, mais nous savons bien, et en particulier dans la région de Tchang, mais partout, que les violences coloniales françaises et la guerre du Cameroun sont aussi un très grand sujet difficile à thématiser. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais on a bien conscience que les choses marchent ensemble. Donc pardonnez-nous de nous occuper principalement du cas allemand. Je vais dire quelques mots sur la stupéfaction qui nous a saisis, qui vous a saisi, je crois, qui a saisi les musées allemands et qui a saisi la presse lorsque nous avons compris combien était important le patrimoine de l'ensemble du Cameroun en Allemagne. Avant de commencer le travail, nous connaissions les chiffres, les numéros d'inventaire pour certains grands musées, comme le musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris, qui est le grand musée centralisé d'art non européen, comme ils le disent eux-mêmes, on peut dire d'ethnographie, si on prend les termes allemands. À Paris, la collection camerounaise comporte environ un peu moins de 8000 pièces sur l'inventaire. Donc nous savions qu'une très grosse collection mondiale d'un pays qui a longtemps été une puissance coloniale ici comportait environ 8000 pièces. Nous avons demandé au British Museum à Londres, puisque le Cameroun, hélas, après avoir été colonisé par les Allemands, l'a été par la France et par la Grande-Bretagne, nous avons demandé au British Museum de refaire les listes pour nous. C'est pour ça que je vous montre un extrait du tableau Excel qu'ils ont refait pour nous. Ils arrivaient au résultat de seulement, entre guillemets, environ 1400 pièces du Cameroun. C'est-à-dire qu'en commençant le travail, on s'est dit, ok, si Paris en a 8000, si Londres en a 1400, en Allemagne, on va en trouver environ 10 000, disons. Et notre stupéfaction, donc, après avoir fait des recherches sur les inventaires, dans les musées, sur les listes qui sont aussi en ligne, comme vous voyez ici, nous avons été stupéfaits d'arriver à plus ou moins 40 000 pièces présentes aujourd'hui sur les étagères de ces musées. Il faut savoir, et vous le savez tous, on le sait tous, que pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a été très touchée par des bombardements, c'est-à-dire que beaucoup de pièces des collections en général ont été détruites. Donc il y a une double destruction, disons, du patrimoine camerounais, enlevé d'ici, détruit parfois pendant le voyage, puis installé dans des musées, détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, ce qu'il en reste, c'est 40 000 pièces. On pense
qu'on peut partir du double ou du triple qui a quitté ce territoire. Un autre, n'est-ce pas, une autre entreprise commerciale, en l'occurrence, JFG Umlauf, mettait, n'est-ce pas, en avant dans les catalogues de vente la difficulté de se procurer des biens culturels camerounais. Et on peut lire justement dans des archives écrits à l'époque pour faire la promotion, n'est-ce pas, de leur vente de ces biens culturels. La chose suivante que je vous propose, il fallait souvent négocier longtemps pour des broutilles avec le chef de Bamenjo. Par exemple, il a fallu négocier pendant 14 jours pour un hochet de danse. Et lorsqu'il a enfin cédé, il a encore coupé 4 brins de cloche parce qu'elles lui viennent en héritage de son arrière-grand-père. On comprend donc qu'il soit encore plus attaché aux sculptures qui représentent généralement des figures ancestrales. Donc, ce témoignage écrit à l'époque pour faire la promotion des biens illégalement emportés nous sert au moins aujourd'hui de preuve, contrairement au discours colonial, que les Africains étaient bel et bien attachés à leur patrimoine et qu'ils avaient également du patrimoine bien ancien, contrairement aux thèses qui circulent sur le sujet où on prétend qu'ils n'avaient pas de techniques de conservation. Ce qu'il faut dire ici, c'est que les premiers missionnaires chrétiens arrivent sur la côte de Douala déjà dans les années 1840, venant de Jamaïque, c'était des missionnaires anglais, mais lorsque l'Allemagne va prendre en main ou bien va s'établir au Cameroun, il va faire appel, n'est-ce pas, de préférence aux missionnaires allemands. Il s'agit de qui? Il s'agit d'abord des missionnaires de la mission de Bâle, basée en Suisse, et ça dès 1886, et dès 1890, il y a les palotins qui vont venir et bien sûr d'autres missions qui vont contribuer d'une manière significative à l'extraction du patrimoine culturel camerounais. Nous parlons bien de 40 000 pièces ou de 40 000 objets, mais nous nous sommes intéressés particulièrement, moi, à la question de la typologie de ces objets. Il y a les objets de pouvoir, il y a les objets de culte, tels que vous l'avez vu sur l'invitation que Afrique à venir a fait circuler. Et selon la typologie ou la catégorie qu'occupe chaque objet, le rôle est bien évidemment différent. Et ma contribution dans l'Atlas, par exemple, a porté sur ces objets-là dits de pouvoir. Et aujourd'hui, dans les 40 000 pièces en Allemagne, on a répertorié 2600 objets de pouvoir à Stuttgart, 1400 à Leipzig, environ 1000 à Berlin et à Cologne, près de 600 au musée d'Outre-mer à Brême. Et la liste pourrait se prolonger parce qu'en fait, à la fin, nous avons travaillé avec 45 musées publics en Allemagne. Ce que Bénédicte a mentionné, c'est les musées de départ avec lesquels nous avions un contrat de coopération écrit. Donc, à la fin, la liste était beaucoup plus longue. Donc, pour aller un peu plus rapidement, j'aimerais dire que dans l'Atlas, on peut bien évidemment trouver toutes ces informations-là. Mais pourquoi est-ce que les Allemands s'intéressaient-ils tellement au trône, au sceptre? Et d'ailleurs, le sceptre du roi, l'un des co-signataires du traité germano-douala, est encore à Hambourg jusqu'aujourd'hui. C'était parce que dans la colonisation, il y avait un projet colonial qu'il fallait mettre en œuvre. Et comme la résistance du côté camerounais était très forte, il fallait absolument détruire les symboles du pouvoir et détruire l'incarnation humaine de ce pouvoir-là. Donc, quand les expéditions punitives avaient lieu, il y avait deux options automatiquement qui s'ouvraient à la Schutztruppe. On exilait soit le chef,
soit on le liquidait physiquement et on brûlait son palais. Mais avant de brûler son palais, on prenait le soin d'extraire son trône. Et même dans certains cas, on prenait les cadres des portes, on les démontait avant de mettre le feu au palais. Parce que dans la stratégie allemande, il fallait absolument casser l'autorité qu'ils ont trouvée sur place. Et cette stratégie avait pour objectif d'établir l'ordre colonial et l'autorité coloniale allemande. Il ne pouvait pas avoir deux autorités dans la colonie. C'est pour ça qu'on s'est attaqué systématiquement au symbole de pouvoir. Notre collègue Irine Matinda a notamment travaillé sur la question des mémoires. Dans beaucoup de communautés, cette mémoire-là, elle a complètement disparu parce que les objets sont absents et qu'il n'y a pas eu une certaine relève pour passer l'histoire orale d'une génération à l'autre. Depuis 1 an à peu près, d'abord, certains pays, 2 ans, certains pays africains ont obtenu des restitutions majeures. Je pense à la République du Bénin qui a récupéré 2,5 tonnes de son patrimoine historique spolié en 1892 par l'armée française et qui le fait fructifier maintenant de manière très belle à Cotonou et au-delà. Les pièces ou l'énergie que ça a donné à la République du Bénin apporte à une exposition jusqu'à la Biennale de Venise actuellement, puisqu'il y a un pavillon du Bénin, mais aussi une exposition qui a été montrée à la Martinique, qui a été montrée au Maroc et qui va venir à Paris. Donc on voit que ce retour des pièces du Bénin leur a donné une grande fierté aussi de leur propre capacité, y compris dans l'art contemporain. On voit donc un grand mouvement géopolitique. Nous-mêmes, à Berlin, nous avons été, depuis quelques mois, un lieu où viennent des délégations politiques nombreuses, qu'elles viennent d'Allemagne, et on est en contact permanent avec le Auswärtiges Amt, le ministère des Affaires étrangères, avec les musées, mais aussi des Français qui se mettent dans la course aux Jeux Olympiques de la restitution au Cameroun. Vous voyez ici une délégation menée par Aurélien Le Chevalier, le chef du département culture du Quai d'Orsay à Paris, du ministère des Affaires étrangères, qui nous rendait visite récemment dans notre groupe de travail à Berlin, ou alors la commission interministérielle du Cameroun, qui est guidée ici sur cette photo avec notamment le directeur du musée de Yaoundé et la directrice du patrimoine, guidée ici par Michael Asilkinga à travers nos archives. Disant que toutes les informations qui sont dans ce gros livre, on les a mises à disposition de tous sur Internet, c'est-à-dire non seulement le livre, mais toutes les données brutes qu'on a utilisées, les noms des 40 000 pièces, etc. N'importe qui avec son téléphone portable peut les consulter sur Internet en mettant sur Google Atlas Absence Cameroon. En anglais, par exemple, vous allez tomber directement sur ce site, qui est très facile d'utilisation, et comme je le disais tout à l'heure, dans 2 mois environ, nous aurons une version française matérielle de ce travail. Je vous remercie immensément pour votre attention et votre patience, et nous nous réjouissons beaucoup, Prince, et merci encore pour votre générosité. Nous nous réjouissons de la discussion qui peut-être va prendre place maintenant. Un très grand merci. Récemment encore, vous étiez nommé parmi les 100 personnalités noires les plus influentes dans le monde. Ça nous a également fait plaisir. J'étais venu avec mon association vous accueillir à l'aéroport. Tellement on était content du travail que vous faites. Là, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que, en dehors, n'est-ce pas, de cette séance de réflexion qui est très bien pensée, est-ce que vous avez pensé à un travail à faire au niveau, n'est-ce pas, des chefferies traditionnelles qui ont, dans les lieux dans lesquels toutes ces œuvres ont été volées? Est-ce qu'il y a un travail, est-ce que vous avez pensé à faire un travail au niveau de ces chefferies traditionnelles pour mieux les préparer à accueillir tout ce qui va arriver comme œuvre? Il faut penser cette agentivité-là, surtout d'autant qu'ils arrivaient d'une culture orale, donc avant l'alphabétisation. Et on sait bien ce que l'alphabétisation en tant que processus cognitif a déstructuré. Comment va-t-on procéder pour leur redonner une agentivité, pour les resituer dans un contexte qui est un contexte totalement différent? Le contexte alphabétique, en l'occurrence, est monothéisé, pour appeler les choses par leur nom. J'ai écrit une biographie du professeur Cheikh Anta Diop
pour les enfants dès l'âge de 6 ans. C'est vraiment sur inspiration et avec les encouragements du prince que je l'ai fait, parce que je ne suis pas auteur. Et donc, ce livre est paru le 29 décembre 2023, qui représentait le centenaire de la naissance du professeur Cheikh Anta Diop, qui est le père de la Renaissance africaine, comme vous le savez très bien. Et donc, ce livre est paru et je suis allé faire une tournée de promotion d'1 mois et demi en Europe. J'ai fait pratiquement 6 ou 7 festivals littéraires de printemps. Et je suis arrivé à Leipzig, à la foire du livre de Leipzig, où j'ai beaucoup travaillé. Mais tout le monde parce que tout le monde qui était là, ceux qui m'ont accueilli, m'ont dit, mais tu es dans une ville centenaire avec beaucoup d'histoire. Tu ne visites rien. Voilà, tu es au dernier jour et tu n'as rien vu à Leipzig, de l'histoire de Leipzig. Et je me suis retrouvé, j'étais chez un de mes distributeurs, et parce que j'ai eu honte. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais raconter à mes enfants? Qu'est-ce que j'ai vu à Leipzig? J'ai regardé autour de moi et j'ai vu le musée Grassi d'ethnologie. J'y suis arrivé, je suis entré, j'avais pas d'argent sur moi, très peu, mais je ne voulais pas dépenser. Et le musée a peut-être, je crois, 4 ou 5 départements. Le seul département qui était gratuit, c'est le département d'ethnographie. Donc je suis entré pour dire que je pars visiter ça. Et dès que je suis entré, je suis tombé sur ce livre en gros. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je vois Cameroun, je vois Prince Koumane Doumbé III, je vois des dessins, je vois tout. J'ai fait le tour du musée et j'ai été, je ne sais pas comment dire, mais je me suis senti humilié. On dit humbled en anglais, je ne sais pas si c'est le vrai terme en français. Je me suis senti chez moi, dans la case de mes ancêtres. Et je me suis senti bien. Et c'est pour répondre au professeur, au docteur Manga, si je ne me trompe pas, Banda, qui demande qu'est-ce qu'en tant que personne on ferait de ces objets. Prince, s'il vous plaît, continuez le travail. Ramenez d'abord. On va réfléchir ensuite de ce qu'on va faire de ça. Ce qui est important, c'est qu'on se sent bien avec. Je me suis senti chez moi en plein Leipzig, sous la pluie. Et quand j'ai fini la visite, je me sentais tellement bien que j'ai demandé à tout le monde au musée où est-ce que je peux me fournir ce catalogue. Et à ma grande surprise, ils m'ont dit, ce n'est pas disponible. Je suis sorti pratiquement les larmes aux yeux, mais toujours, je me suis retrouvé dans la librairie du musée. J'ai fouillé. Ce livre n'était pas exposé. Quand je voulais partir, sous une table, il y avait 4 ou 5 exemplaires, 50 €. J'ai appelé au Cameroun que faites-moi avec un mobile money. Et on me l'a fait, j'ai acheté ce livre. Je ne sais pas lire allemand, mais je l'ai d'abord pris. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je l'ai d'abord ramené à la maison. Donc merci à vous, merci pour le travail. Et ramenez-nous nos objets, s'il vous plaît. Merci. Pour mener le combat pour la restitution de nos biens, encore faut-il que nous ayons conscience que nous avons ce patrimoine. Qui connaît la charte du XIIe siècle des Maliens? Presque aucun Africain. Pratiquement aucun. Que savons-nous de notre mémoire? Rien. Cheikh Anta Diop a fait longtemps des ouvrages inconnus et peu lus de qui que ce soit. Moi, je me rappelle de lui, j'avais 16 ans. Un vieux monsieur qui passait son temps à me bassiner les oreilles. Oh, les langues africaines sont montées, elles sont descendues. Moi, j'étais une petite yéyé du 16e arrondissement. J'en avais rien à faire de ce qu'il me disait. Avais-je conscience? Combien étions-nous? Et combien sommes-nous aujourd'hui comme adultes à ne pas savoir? Donc, le mouvement qui se passe aujourd'hui, ces dernières 20 années, je dirais, sur notre continent, qui est un mouvement souverainiste, suprématiste, d'affirmation poussée parfois par les kémites, qui disent que nous existons. Et parce que nous existons, oui, nous serons radicaux. Parce que certains sont plus radicaux que moi. Oui, nous serons absolus. Parce qu'on a besoin de dire non au massacre qui a été fait à notre conscience. Parce que c'est ce massacre qui m'oblige à rester là pendant 2 heures, à entendre que le prince Koumane Doumbé m'engueule, parce que je parle librement, parce que s'il n'y avait pas ce massacre, je serais déjà sorti depuis longtemps. Mais parce qu'il y a eu ce massacre, je dois restituer chaque chose à sa place, malgré moi. À quel âge? Presque un siècle. Donc tu vois Lionel, notre combat ici, c'est un combat de passion.
c'est presque un roman qu'on doit écrire chaque jour. Ce n'est plus des exhortations, et même que le gouvernement camerounais se réveille aujourd'hui ou qu'il dorme demain, ce n'est pas mon problème. Le Cameroun ne leur appartient pas. Qu'ils dorment, prince. S'ils veulent, ils n'ont qu'à dormir. Le pays ne leur appartient pas. Ce jeune qui sort de ton école, qui parle avec passion, moi je ne savais même pas qu'il y a encore des jeunes Camerounais comme celui-là qui existait, je n'en savais rien. Moi je suis à Douala, là-haut, là. Je ne savais pas qu'il y avait Bonabedi ici et qu'il y avait tout... Non, je le dis, pourquoi vous avez vous moquer de moi? C'est la vérité, je ne sais pas. Donc tout ça c'est intéressant, c'est passionnant, mais c'est limité. Est-ce qu'il y a moyen qu'on fasse plus, qu'on parle plus, qu'on dise quoi que ce soit? En tout cas, moi je donne ma main. J'ai dit déjà au prince, je suis journaliste, j'ai des émissions à la radio, je donne la main au prince s'il veut pour faire une émission mensuelle que j'appelle, d'ailleurs elle est dans ma tête, Patrimoine. Donc je suis disposé moi aussi à apporter ma part en attendant de restituer. Merci. Je voudrais fixer le contexte. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on lit les relations internationales, il y a un décentrement, peut-être pas complet, mais il y a une contestation du pouvoir de l'Occident. Et l'un des marqueurs du passé glorieux de l'Occident, notamment dans sa phase impériale, est la trophétisation des objets d'art des anciennes colonies. Et donc, de ce point de vue, la restitution est problématique, y compris pour l'Occident. C'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, pour ne prendre que ces cas, immédiatement lorsque le président Macron s'est battu pour qu'on restitue au Bénin le minimum d'objets qu'on a restitués, tout de suite après, il y a des conservateurs qui ont dit non. Et il y a un rapport qui est proposé, n'est-ce pas, de restituabilité où nous devons désormais réunir un minimum de conditions pour être éligibles, selon la France, pour bénéficier de nos objets. Annalena Baerbock restitue en décembre 20 bronzes au Nigeria. Tout de suite après, il y a un musée en Allemagne parce que le gouvernement allemand a transféré la propriété aux descendants du roi du Bénin. Du Bénin, oui. Il y a un musée qui dit tout de suite non, cette histoire, nous ne sommes pas d'accord, il faut qu'on voit clair. En fait, ce qui se joue en réalité pour une bonne partie de l'Occident qui a encore cet esprit colonial, il s'agit de, n'est-ce pas, ces objets constituent une présence, n'est-ce pas, un miroir matériel de son passé glorieux. Et donc de ce point de vue, la restitution telle que nous naïvement nous l'espérons, elle est difficile. Si nous n'allons pas justement dans ces négociations avec une bonne charge de contre-pouvoir. L'Occident décide de se couper de la Russie, qui est principal fournisseur d'énergie pour l'Allemagne. Je prends l'Allemagne en particulier. Donc l'Allemagne se trouve face à un problème d'approvisionnement énergétique. Il faut donc pour l'Allemagne trouver de nouvelles sources d'énergie, notamment du gaz. Et l'Afrique est un vivier de gaz naturel liquéfié. Stratégiquement, l'Allemagne qui sait que depuis 1972, le Nigeria lui réclame la restitution de ces objets d'art et qu'elle a toujours refusé, desserre les taux et elle restitue 20 bronzes au Nigeria. Et il se crée un environnement favorable pour des discussions dans le sens des intérêts de l'Allemagne. Résultat des causes, le chancelier actuel, dont j'oublie le nom, a signé un contrat de 500 millions de dollars avec l'État du Nigeria, contrat stipulant que le Nigeria
devra fournir pendant un certain nombre d'années, devra produire, c'est mieux dit ainsi, son gaz pour approvisionner le marché allemand. Et donc, du coup, limiter ou alors contourner l'ancienne dépendance à la Russie. Et donc, de ce point de vue, si on veut accélérer la restitution, il ne faudrait pas la détacher de notre politique internationale. Il faut qu'elle devienne, n'est-ce pas, un objet qui se greffe, ou alors un objet autour duquel se greffe notre politique. Il faut dire que la colonisation n'a eu aucun aspect positif. Parce que ce qu'on nous a enseigné comme bienfait de la colonisation, c'est la construction des ponts, c'est la construction des écoles, c'est la construction du chemin de fer qu'on utilise encore aujourd'hui. Personne n'a jamais dit que c'est des personnes qui restaient des expéditions dites punitives qu'on envoyait dans des travaux, des camps de travaux forcés. Aucun Allemand n'a jamais porté une pierre d'ici pour la mettre là. Tous ces bâtiments ou chemins de fer ont été construits par les Camerounais. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, il y a encore une étude qui donne le nombre exact des victimes de ces travaux forcés. Mais il ne faut pas du tout se tromper sur ces questions-là. Donc, beaucoup de Camerounais sont décédés en construisant des bâtiments, en construisant des chemins de fer. Donc, vous êtes en contact avec ces objets, surtout les objets culturels, les objets de pouvoir, ce n'est pas les objets innocents. Peut-être que vous devez demander, pendant que vous êtes ici, avant de rentrer, quand vous donne la possibilité d'avoir l'intelligence du cœur, c'est-à-dire que vous n'explorez plus ces fonctions sexuelles dans l'intellect simplement. Autrement dit, quand on vous donne 4 yeux et 4 oreilles, il faut que vous puissiez les interroger, les entendre. Et peut-être que quand vous avez interagi avec ces objets, peut-être que ce que vous direz sera encore plus intéressant. Il y a la possibilité aujourd'hui, j'en débattais avec certains patriarches chez nous sur la question de Mohamed, et ils m'ont dit qu'il y a des rites qui existent où on peut convoquer l'esprit et nous dire exactement comment il est mort. Parce que la version officielle qui est servie, nous ne croyons pas cette version. Nous restons convaincus que Mohamed est arrivé en Allemagne. Il ne pouvait pas mourir de l'eau parce qu'il descendait de l'égrégore, si je peux l'appeler ainsi, de l'eau. Depuis ses aïeux, ils étaient détenteurs du pouvoir de l'eau, ce qu'on appelle chez nous les vecins. Comment pouvait-il mourir dans l'eau? Lui qui entrait dans l'eau, il passait des mois. Il avait une famille sous l'eau, il vivait sous l'eau, il revenait. Donc nous ne croyons pas à cette version. C'est pour ça que cette recherche doit continuer pour qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Elle a parlé de la conscience. Tant qu'on n'a pas compris ce qui s'est passé. Parce que nous vivons dans une société, je ne crois pas seulement en Cameroun, de mémoire effacée. L'une des armes les plus puissantes de la colonisation était d'effacer la mémoire des colonisés. Et c'est normal que même aujourd'hui vous êtes grand diplômé, mais vous ne savez peut-être même pas plus parler votre propre langue. C'est là que ça commence. Vous savez très bien que la clé, la langue, c'est la clé. Vous n'avez pas la langue, vous n'avez pas. Vous ne savez pas ce qui se passe. Bon, donc, on peut parler, beaucoup parler, mais je voulais quand même attirer l'attention sur le travail qui est fait sur place depuis de 1981 à 1986. Notre équipe de recherche de l'Université de Yaoundé a sillonné tout le Cameroun pour poser la question aux vieux qui avaient vécu la première époque coloniale allemande, pour leur dire ce qu'ils ont vécu. Et nous sommes partis par nous avons interrogé 167 vieux Camerounais qui nous ont dit
c'était comme ça, voilà, au niveau du commerce, au niveau militaire, au niveau de la religion. Comme vous êtes bateau olivier, voici pour vous ce que le vieux Homo Thomas France nous a révélé. Ça, c'était en décembre 1983. Le titre de ce livre, c'est « On a pendu 9 à la fois ». C'est comme ça ici, les actes tard. C'est-à-dire qu'il nous raconte que pour construire les chemins de fer dont vous parlez là, le militaire allemand vient voir le chef pour que le chef lui donne des employés. Comme les gens savaient que quand tu vas là-bas, tu ne parles plus, parce que tu meurs là-bas. Les gens ont fui dans la bourse. Ils avaient passé un temps, les gens ont commencé à rentrer de la bourse. On les a réunis. Tout le monde s'assoit par terre. Et le chef allemand a dit, moi je veux les travailleurs. Personne ne... Alors, devant le chef, il dit, toi, lève-toi, toi, lève-toi, toi, lève-toi. 9, il fait, qui se lève, et il les pend devant les autres. En direct. Ils sont pendus devant les autres. Et quand il a pendu tous les 9 là, il répète qu'il doit aller travailler. Et c'est là où tu veux le dessus. C'est ici. Et quand nous interrogeons, vous voyez, il y a toujours le CD. Le CD de ce que le vieux a dit. 1983. Et ici, c'est. Parce que notre système, c'était qu'on interroge en bakoko et on traduit en français. Ou en anglais, etc. Pour le job basique, c'est ça. Les Bassa dans le job basique colonial. Même méthode, c'est-à-dire on interroge les deux, etc. Donc nous avons aussi ces documents ici. Et pour l'instant, c'est vrai que nous n'avons pas pu terminer le travail, mais nous avons quand même publié 18 volumes. Ça, c'est la faute pour les bakoko, pour faire du Bombay là-bas, de la Bouée. Ça, c'était quand même Wally qui avait dirigé cette interview là. Donc, nous avons ici à faire les témoignages, c'est-à-dire l'écriture de l'histoire camerounaise à l'époque avant, par les Camerounais. C'est-à-dire que ça existe. C'est vrai que ce n'est que 18 volumes, mais 18 volumes, c'est très important. Nous n'avons pas fini parce qu'on a plus d'argent. Il faut encore faire publier de 22 volumes comme ça. 22 volumes, mais ça je ne suis pas fini d'écrire. C'est la vérité. Je ne suis pas fini d'écrire. Mais au moins ça fait. Nous avons actuellement 18 volumes comme ça en français, 12 volumes en langue anglaise, malheureusement, ça va 3 volumes en langue allemande. Mais M. le maire a apporté maintenant ici une proposition très intéressante. M. le maire, il n'y a pas un mois que nous avons terminé d'écrire un projet. Le titre, c'est l'Afrique face à la restitution. Bien de pouvoir, de culte et d'art, de manuscrits, de documents et documents humains africains. C'est-à-dire que pendant 3 ans, nous voulons nous concentrer sur ça ici. On voit ce problème-là depuis l'Afrique, comment il est perçu. Pour que ce soit plus seulement un problème qui est où la recherche est faite à l'extérieur du continent. Donc on va vous présenter, mais nous cherchons des partenaires aussi bien nationaux que internationaux pour pouvoir mener à bien ce projet-là de 3 ans. Parce qu'il n'est pas seulement les objets, il nous parlait d'objets,
Les entités. Mais ça ne marche pas non plus. Voilà. Mais ce n'est pas seulement ce qu'on appelle ces objets. Il y a aussi les textes. Les textes et documents. Vous avez beaucoup de nos contes, de nos proverbes, qui ont été pris aussi à l'époque. Et comme on ne retrouve plus ici maintenant, donc il faut aller aussi. Nous avons parlé avec les professeurs qui travaillent à l'Allemagne sur ces choses-là, pour qu'on puisse les collectionner, pour qu'on puisse les ramener. Je crois que M. le maire a eu l'occasion de voir à la bibliothèque chez quelques contes et proverbes camerounais que nous avons déjà ramenés ici. Bon, mais les ossements humains. Ces ossements humains, j'ai encore une longue lettre hier du docteur Roger la popularité travaille ensemble, parce que c'est un spécialiste de ces ossements humains africains. Et nous allons travailler ensemble. Parce que, vous savez, chez nous, il faut toujours enterrer. Et depuis tout ce temps-là, comme il disait tout à l'heure, on retrouve les crânes quelque part dans une boîte qu'on n'avait même pas ouverte. Donc ça, c'est un problème. Je vais en parler aussi. On parle de Dola Mandabel, que Dola Mandabel a été exécuté. Mais est-ce que vous savez que le jour où Dola Mandabel ont été exécutés, il y a eu plus de 80 Camerounais qu'on a tués sous le et on n'a pas les traces. Donc, c'est un vaste travail. Nous avions prévu, c'est-à-dire des festivals de la restitution. Bon, monsieur le maire nous propose une semaine de la restitution. Ça va vraiment dans ce sens. Donc, peut-être que il y a des livres qui est là, qui c'est dans ce monde de la haute. C'est bon. Monsieur le maire, nous allons parler. Et l'équipe de Arte, aussi bien aujourd'hui que hier, ils sont partis voir le mur du port. Le mur du port où vous êtes en train c'est-à-dire de faire revivre la mémoire collective. Ils m'ont dit, je les ai appelés là-bas hier, ils m'ont dit qu'ils sont retrouvés là-bas aujourd'hui. Parce qu'ils voulaient vraiment approfondir leur président. Donc on va continuer. Ce n'est pas, c'est-à-dire que ce n'est pas, tout ce que vous avez dit, ce n'est pas tombé dans les règles sous l'anthropologie scientifique, n'est-ce pas? Parce que c'est ça la vie.